Bonjour, je suis le docteur Jean-Michel Sénul, bien connu pour avoir été chef de projet sur Crampu du cul. Je suis également un artiste en dehors de mes activités de chef de projet et de médecin général. Un artiste qui a été donc mandaté par une entreprise pour concevoir leur nouveau logo. J'ai donc décidé de mettre à profit cette nouvelle expérience pour vous montrer et faire un making-of de la création du logo. Un travail de longue haleine qui va en découler, je me suis dit que vous pourriez être intéressé. Le client en question, c'est Kennywood. Kennywood est donc un parc d'attractions qui a été fondé par un banquier qui disposait du chemin de fer. Le chemin de fer, c'est le transport. Et l'histoire du transport, la philosophie du transport, c'est la destination. Et qu'est-ce qui vous amène à la destination? La direction. J'ai donc décidé d'utiliser ce mot-clé, la direction, pour combiner un logo qui prendrait tout à la fois les éléments de pragmatisme, d'histoire et de philosophie du transport. Je vais donc devant vous me lancer dans la conception du logo du client Kennywood. Et voilà, comme vous pouvez l'apercevoir, le logo est terminé. J'espère que ce making-of sur ce travail de longue haleine vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu et dites-moi si ce logo vous plaît pour le client Kennywood. En attendant, comme me disent les youtubeurs, mais je sais pas ce qu'ils disent les youtubeurs. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Kennywood. Kennywood est le dernier parc du triangle d'or de la Pennsylvanie avec donc Dorney Park et Hershey Park, parc dont nous avons parlé dans des épisodes précédents que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et là pour le coup, on commence vraiment à s'enfoncer dans la Pennsylvanie étant donné que Kennywood est situé à 574 km de notre point de départ, à savoir New York. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la distance qui sépare Paris de Valence dans le sud-est de la France. Mais avant de commencer cette visite, faisons donc un petit topo historique pour comprendre ce qu'est Kennywood. En 1898, Andrew Mellon, un riche banquier qui détenait la ligne de chemin de fer qui s'appelait Monongahela Street Railways Company, cherchait à augmenter les profits de sa ligne, donc qui n'était que très peu empruntée les week-ends. La ligne servait davantage en semaine pour que les ouvriers de cette région historique de la sidérurgie américaine puissent se rendre au travail. Vous allez voir que le parc est situé à côté de plein d'usines et est en fait dans la banlieue de Pittsburgh puisqu'il est situé à 17 km du centre de Pittsburgh. Pour donc augmenter ses profits le week-end, Andrew Mellon décida de louer du terrain à la famille Kenny et d'y construire donc un parc situé au bout de sa ligne. Et un parc desservi par le terminus d'une ligne de chemin de fer, bien souvent d'un tramway, eh bien on appelle ça un trolley park. Les trolleys TRO2LEY, hein, pas trolley genre trop moche. Parmi les trolley parks que nous avons visités et dont j'ai parlé ou parlerai sur la chaîne, il y a bien sûr Coney Island, Dorney Park, Lake Compounds ou encore Waldameer. D'abord simple aire de pique-nique ouverte en 1898 comme pouvait l'être Hershey Park à ses débuts, le parc à proprement parler ouvrit en 1899 avec notamment l'ajout d'un carrousel, d'une salle de casino et d'un pavillon de danse. Un kiosque à musique fut ajouté en 1900 et le tout premier dark ride du parc, à savoir Old Mill, ouvrit quant à lui en 1901. Sachez d'ailleurs que ce dark ride est encore en fonctionnement à l'heure actuelle, ce qui est quand même complètement dingue quand on y pense. En 1906, il fut repris par Andrew McSwingan et Frederick Henninger qui ont loué et exploité le parc sous le nom de Kennywood Park Limited. Dès ses débuts en tant qu'aire de pique-nique populaire à destination des classes ouvrières, Kennywood est devenu dans la première moitié du XXe siècle un parc plébiscité, combinant notamment attractions à sensations fortes, piscines et salles de danse. Ce n'est finalement qu'en 2007 qu'il fut racheté par une entreprise que vous connaissez tous, entreprise qui détient notamment bon nombre de parcs en Europe, à savoir Parques Reunidos. Et si vous voulez en savoir davantage quant à l'histoire passionnante de Kennywood, eh bien je vous invite à écouter le podcast que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec les copains de Puissance Park, podcast au cours duquel nous parlons pendant plus de 2h30 de Kennywood en long, en large et en travers. Mais en attendant, place à la visite, je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 7ème jour de notre trip américain et ce coup-ci, nous nous rendons du côté de Pittsburgh pour visiter Kennywood et ce parc, je dois bien vous dire qu'il me tardait vraiment de pouvoir le visiter. Déjà, pour pouvoir arpenter les allées centenaires et chargées d'histoire de ce site ouvert en 1899,
Ensuite, pour pouvoir poser mes fesses sur ces rails tout aussi chargés d'histoire que je vais pouvoir vous présenter tout au long de cet épisode. Pour accéder à Kennywood, c'est très simple, il suffit de suivre la flèche jaune et de passer sous un tunnel pour traverser une route très fréquentée qui sépare le parking du parc, parking qui est d'ailleurs en grande partie gratuit. Dès lors, vous entrerez dans un parc dont les allées auront vu passer de multiples générations, des allées chargées d'histoire, traduisant tantôt le côté suranné de Kennywood, tantôt son côté moderne. La première chose qui se ressent en arrivant dans ce parc, c'est l'atmosphère chaleureuse et festive qui s'en dégage. Quelque chose qui fait qu'on s'y sent bien. Et quand on connaît le programme qui nous attend aujourd'hui, ce sentiment n'en est que renforcé. Mais pour bien commencer à Kennywood et ne pas avoir de regrets pour le reste de la journée, il faut toujours commencer par l'attraction la moins fiable du parc. D'ailleurs, on aura eu de la chance étant donné que l'attraction était encore fermée quelques jours avant notre visite. Les plus éclairés d'entre vous l'auront compris, je veux bien évidemment parler du très gros looper SNS trônant fièrement à l'extrémité nord-est du parc que j'ai nommé Steel Curtain. Steel Curtain, ouvert en 2019, tient son nom de l'équipe de foot américain locale, les Steelers, et reprend les couleurs jaune et noir des maillots des joueurs. Rien d'étonnant alors à ce que les assises des trains représentent des ballons de foot américains, et si on pousse la storyline, on pourra considérer que vous prenez place à bord d'un ballon. Une logique respectée au vu des mouvements erratiques que peut faire un ballon ovale lorsqu'on lui met un bon coup de pied aux fesses, concordant avec le tracé très alambiqué de ce Steel Curtain. Au programme ici, un parcours de 1219 mètres de long, haut de 67 mètres et poussant à 120 km/h. Plus encore, le coaster dispose de 9 inversions et se trouve être la montagne russe possédant le plus d'inversions d'Amérique du Nord. Titre usurpé à Avalancha, multi-inversion Intamin situé à Xetulul au Guatemala. Si tant est qu'on considère que le Guatemala se trouve en Amérique du Nord et que l'Amérique centrale ne soit pas un continent à proprement parler. Plus encore, Steel Curtain possède le record de l'inversion la plus haute du monde entier, à savoir la Dragonfire Dive Drop située à 60 mètres de hauteur, et ça, c'est pas rien. Pour la petite minute historique, Dragonfire était un coaster Arrow situé à Busch Gardens, Williamsburg, qui possédait une première drop munie d'un corkscrew en son sein, élément qui s'appelle désormais Dragonfire Dive Drop en hommage à cette montagne russe disparue. Mais trêve de blabla, il est temps d'aller poser nos fesses sur Steel Curtain, un coaster qui a du chien ou qui a du style si on laisse un peu de place pour les jeux de mots vaseux. La première chose qui marque une fois installé dans les trains de ce coaster, c'est le confort. On y est très bien installé, les lap-bars ne gênent absolument pas, n'appuient ni sur les cuisses, ni sur le ventre, ni sur les tibias et possèdent un système de verrouillage qui les empêche de se resserrer pendant le tour. Allez, le train est dispatché, il est temps pour nous de nous faire un avis sur ce coaster, ma foi, plus qu'appétissant. Alors oui, d'accord, seulement il faudra encore patienter un petit peu, étant donné que le lift ici n'est pas vraiment aussi vif que celui de Skyrush la veille, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, alors que celui de Skyrush nous faisait grimper ses 60 mètres en moins de 10 secondes, celui de Steel Curtain prend un peu plus d'1 minute avant de nous emmener au sommet. Qu'à cela ne tienne, nous arrivons finalement en haut du lift et admirons la vue sur l'ensemble du parc avant de commencer les hostilités. Et c'est parti pour 1 minute de pur plaisir. Ou de pur... pas grand chose en fait, hein. Parce que oui, Steel Curtain est certes doux comme un agneau. Oui, Steel Curtain est très confortable. Oui, Steel Curtain dispose d'une superbe vitesse qu'il sait garder tout du long. Mais en dehors de ça, il se passe pas grand chose dans Steel Curtain. La première inversion, à savoir la Dragonfire Dive Drop à 60 mètres de hauteur, est amusante, mais s'avère plus impressionnante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est probablement là le meilleur élément du parcours. Parce que ce qui est criant avec ce coaster, c'est que tout est plus impressionnant à l'extérieur que dedans. Et ce qui est encore plus criant, c'est que le coaster est hyper mou du genou. Alors oui, ça va vite, et la vitesse, on la ressent, comme on peut la ressentir dans une voiture à vitesse constante quand on sort le bras par la fenêtre. Mais en termes de puissance, de changement de rythme, de jet positif ou négatif, c'est franchement fade ce Steel Curtain. Le layout est pourtant sympa, et l'aspect looper qui peut parfois s'avérer répétitif est outrepassé ici par le fait que l'enchaînement des inversions soit entrecoupé par des éléments type bunny hop, double up ou camelback, amenant, oui, de la variété. D'ailleurs, les inversions sont elles-mêmes très variées, à l'inverse des multi-inversion Intamin avec leur enchaînement indigeste d'Earthline Roll. Mais voilà, le coaster manque cruellement de peps et de saveur, et j'en ai été le premier surpris tant je m'attendais à apprécier cette machine qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui manque vraiment de caractère. Vous vous souvenez de mon expression dont j'avais affublé Vaudan, à savoir que c'est un canapé qui va vite? Eh bien, c'est exactement la même chose avec Steel Curtain. On mettra d'ailleurs de côté la zone située à la sortie de l'attraction, pas forcément très belle, faite un petit peu à la va comme je te pousse, et juste là pour vendre du merch à l'effigie de l'équipe de foot américain local, ce qui ne nous intéresse pas nécessairement, mais on se dira aussi
ainsi que ce coaster se suffit à lui-même. Il est vraiment très photogénique. Passons-en maintenant à l'un des 3 Wooden centenaires ou quasi centenaires dont dispose le parc, à savoir ici le plus jeune de la bande, un Wooden ouvert en 1927, j'ai nommé Racer. Et oui, j'ai bien dit qu'il s'agissait là du plus jeune de la bande, vous avez bien entendu. Racer est un Wooden de 1371 mètres de long, 22 mètres de hauteur et parcourt son layout à 64 km/h. Les plus attentifs d'entre vous me diront que c'est quand même très long pour un Wooden, 1371 mètres de long. Et je répondrai que vous avez vu juste. En fait, Racer dispose de 2 pistes l'une à côté de l'autre, permettant au train de faire la course, oui parce que c'est un racer quoi. Mais le tracé est conçu selon le principe de l'anneau de Möbius, et donc les 2 parcours n'en forment en fait qu'un. Ce qui fait que lorsque vous partirez avec le train situé à droite en station, vous reviendrez sur le quai de gauche et inversement. Et ce racer, mes aïeux, c'est un vrai monument de fun. C'est d'une douceur formidable, d'autant plus lorsque l'on sait que le coaster s'approche gentiment des 100 balais. Le layout est très amusant, les interactions entre les 2 tracés sont géniales et ce parcours est suffisamment bien fichu pour que les 2 trains se tapent une vraie course serrée jusqu'à la fin. Un coaster immanquable de Kennywood et comme Lightning Racer la veille, un racer à mettre parmi les meilleurs existants à l'heure actuelle. Poursuivons notre programme avec non pas ce convoi Zamperla nommé Diesel Drivers et ouvert en 2018, mais avec une attraction un petit peu plus intéressante si vous le voulez bien. Oui bon, du coup, ce ne sera pas avec ce rafting tamine nommé Raging Rapids qui manifestement ne devrait pas fonctionner de la journée. Bah ouais, manque un petit peu de flotte quoi. Mais ce sera plutôt du côté de ce coaster que nous nous tournerons, à savoir Thunderbolt, un Wooden encore plus vieux que Racer, étant donné qu'il a ouvert en 1924, mais qui pourtant n'est pas le Wooden le plus vieux du parc. Et oui, ça c'est fort. Thunderbolt est donc un Wooden de 990 mètres de long, 21 mètres de haut pour une première drop de 27 mètres et poussant à 88 km/h, une vitesse très élevée, surtout pour un coaster de cette époque. Thunderbolt possède également une particularité qui annonce la couleur, à savoir qu'il est interdit de se mettre seul sur une rangée et qu'on doit forcément avoir un camarade de ride assis à côté de soi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Commençons déjà par jeter un œil à ces trains d'un autre temps, absolument magnifiques et qui sont un des éléments de réponse concernant la question mais pourquoi doit-on se mettre à 2 par rangée? Et pour comprendre plus concrètement de quoi il en retourne, la meilleure façon de procéder, c'est d'embarquer. Alors installons-nous dans ces trains et c'est parti pour la dispatch qui nous amènera non pas vers un lift, mais vers une bonne drop qui va bien, qui trouve son débouché dans un canyon, nous permettant de comprendre que Thunderbolt est de fait un terrain coaster de 1924. Et ça, c'est pas commun. Le parcours a été retravaillé à plusieurs reprises depuis l'ouverture de la bête, et la première chose qui marque, c'est la douceur de la machine. Et pour un Wooden de cet âge, j'aime autant vous dire que ça a de quoi surprendre. Le demi-tour qui suit débouche sur une drop qui donne lieu à l'un des plus formidables head choppers de l'histoire des grands 8. Vous comprendrez mieux de quoi il en retourne quand je vous parlerai de Phantom's Revenge. Et on s'accroche enfin à un lift qui arrive après 2 éléments, chose encore une fois très rare sur les coasters de cet âge. Au sommet du lift, on commence à comprendre pourquoi on devait se placer à 2 par rangée, en regardant sur notre droite pour apercevoir la suite du parcours. Et oui, parce que là, on va avoir droit à 2 hélix extrêmement chargés en jets latéraux, qui ont au fait de vous balancer vers l'extérieur du train et qui sont d'une intensité absolument redoutable. Mais comme le Grand 8 a été conçu de façon exemplaire, ça se fait sans douleur aucune, sans brutalité, sans brusquerie, et c'en est d'autant plus jouissif. Ah ça, je peux vous dire que ça aura été un grand moment de bonheur à chaque fois qu'on sera allé poser nos fesses sur la bécane. S'ensuit une nouvelle belle descente dans un canyon, avec cette difficulté à garder les bras levés tant on pense qu'on va se prendre les rails de Phantom's Revenge, puis un nouveau demi-tour qui nous amène vers une drop à l'issue de laquelle nous raccrocherons le dernier lift qui nous amènera en station. Eh ben dis donc, ce Thunderbolt, c'est quelque chose. C'est un Wooden vraiment surprenant, qui a tout du coaster ultra old school, mais qui préserve les riders de douleur au lombaire grâce à une douceur que lui envie probablement la majorité des Gravity Group et autres Wooden modernes. Quand on compare à cette saloperie de Wildcat la veille, y a pas photo, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Puis les différents points de vue qu'offre la bécane ainsi que les interactions qu'elle propose avec Phantom's Revenge, non vraiment, c'est une très belle machine, à n'en pas douter un seul instant. À propos de Phantom's Revenge justement, est-ce que ça ne vous dirait pas d'aller poser vos illustres séants dessus? Eh bien moi en tout cas, samedi. Phantom's Revenge est donc l'un de ces coasters à l'histoire longue comme le bras, mais pour la faire courte, sachez qu'avant de prendre sa revanche, le fantôme en question était un looper arrow ouvert en 1991, possédant 4 inversions, à savoir un vertical loop, un batwing et un corkscrew. Ils ont également retiré les harnais des trains pour y installer des lap bars, ils ont agrandi la taille de la seconde drop et rallongé le parcours. Pourtant, le train met aujourd'hui 20 secondes de moins à en boucler le tracé. Ah oui, quelque chose me dit que ça va pousser fort. Le coaster, lorsqu'il était encore style fantôme, était réputé et redouté pour son intensité et pour sa brutalité. Mais en général, quand c'est signé Aerodynamics,
faut pas s'attendre à ce que le coaster nous fasse de doux câlins. Après 9 ans d'exploitation, Steel Phantom a fermé ses portes donc en 2000 pour laisser place à une copie revue par Morgan qui en a fait ce que RMC fait aujourd'hui avec les vieux Wooden, un retracking nommé Phantom's Revenge ouvert en 2001. Exit ici les inversions, place à de la bosse pour bien décoller du fion et là mes petits potes, dans le genre, vous allez être servis. Phantom's Revenge est un coaster long de 975 mètres, grimpant à 48 mètres de hauteur mais proposant pourtant une drop de 70 mètres pour une vitesse de presque 137 km/h. Ah ça oui, ça va swinguer. On embarque donc dans des trains immenses qui donnent l'impression de s'installer dans des Cadillacs, trains qui laissent une place complètement insensée pour les jambes et pour s'étaler à l'horizontale, donnant un sentiment de liberté et de vulnérabilité complètement fou. On boucle donc la ceinture, on rabaisse la fine lap bar qui laisse un jeu de dingue et qui se rabat sur le côté façon Maurer et c'est parti, mon kiki. On s'en va donc à la conquête du lift qui nous emmène tout en haut des 48 mètres de la bécane, donnant ainsi un point de vue vraiment chouette sur l'ensemble du parc. Et nous dévalons une première descente sympathique, mais qui fait vraiment office de mise en jambe. Et là, profitez de cette étrange ligne droite qui suit la drop pour prendre votre respiration, parce que ce qui suit, c'est probablement une des meilleures descentes qui n'ait jamais été conçue sur un grand 8. Vous vous souvenez quand je vous disais que le grand 8 fait 48 mètres de hauteur mais dispose d'une drop de 70 mètres de haut? Eh bien la drop, c'est celle-ci. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, on ne la voit absolument pas venir. Dans le train, on ne se rend compte que lorsqu'on arrive au sommet de cette bosse et qu'on voit le vide s'ouvrir devant nous avec cette chute dans le ravin qui nous attend à bras ouverts. Cerise sur le gâteau de cette drop qui est en plus particulièrement interminable tant elle est longue et flippante, c'est le head chopper au pied de la descente formé par le layout de Thunderbolt, sous lequel le train vient s'engouffrer à pleine blinde et qui vous fera très clairement hésiter à baisser les bras tant vous pensez qu'en les laissant lever, ils seront arrachés par la structure du Wooden. Ah ça oui, vous pouvez me croire, c'est particulièrement flippant. Suite à cette descente jouissive, on ne perdra jamais en vitesse et nous arriverons sur un énorme demi-tour relevé à flanc de colline ainsi qu'à une hélice passant dans un tunnel sous la structure de Thunderbolt et longeant la file d'attente de Phantom's Revenge. Et suite à cela, on arrive sur un festival tellement méchant qu'il risque d'en laisser pas mal au bord de la touche. Une succession de petites bosses hyper vislardes et pas forcément méchantes vues de l'extérieur. Néanmoins, si ces petites bosses sont prises par un énorme train qui les négocie à une centaine de km/h, je peux vous dire que vous allez les sentir passer. Et quand le train commence à foncer vers cette partie, vous vous dites instantanément « Non mais jamais on peut négocier ces petites bosses à cette vitesse-là ». Et pourtant, c'est bien ce qu'il va se passer. C'est un festival d'énormes éjectors comme rarement j'en ai ressenti, pris si successivement qu'à peine les fesses retombent sur le siège qu'on se fait rééjecter de plus belle. Monumental, incroyable, terriblement jouissif, un coaster qui ne ménagera personne et qui ne laissera aucune échappatoire à ses passagers. Car si certains coasters peuvent se négocier en fermant les yeux ou en s'agrippant fort à la lap bar, ici rien n'y fera. Vous sentirez la hauteur même sans la voir et les éjectors seront tellement puissants que même en vous agrippant, vous décollerez comme jamais. Ajoutez à cela l'espace laissé dans les assises ou encore les lap bars hyper fines et le sentiment de vulnérabilité dont je parlais plus tôt sera vraiment décuplé. Un coaster absolument extraordinaire, l'un de mes préférés sur la planète et certainement l'un des plus jouissifs et impressionnants qui soit. Bon, après ces deux coasters magnifiques et un style Curtain malgré tout pas mauvais même si décevant, il fallait bien qu'on s'attaque à un grand 8 un peu caca histoire de se rappeler d'où on vient. Et ça, c'est ce qu'on pensait avant de le rider. Et pour cela, quoi de mieux qu'un coaster thématisé sur la chasse aux rats dans les égouts, avec son entrée bien cracra qui nous fait nous demander pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on soit passionné par les parcs d'attractions et pas par les timbres. Une fois l'entrée d'Exterminator franchie, on débarque donc dans les égouts, dans une salle avec des appareils d'un autre âge qui forment une déco minimaliste mais avouons-le plutôt sympathique et raccord avec ce que l'attraction nous raconte. Ici, nous ne sommes pas les chasseurs ou les dératiseurs mais bien les rats qui devront échapper aux exterminateurs histoire de ne pas finir ratatiner dans des pièges type tapette à rongeurs ou gaz toxique. Et pour ce faire, il nous est demandé de monter dans ces trains qui trahissent malheureusement le fait qu'il s'agit d'un spinning coaster réverchant. Aïe 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 aïe, je savais bien qu'il y avait un loup dans la bergerie et qu'on finirait par tomber sur un coaster tout pourri à Kennywood. Alors oui, sauf que non, car Kennywood est si plein de ressources que là-bas, même les spinning réverchants sont de très chouettes coasters, tant et si bien que si l'attente pour Exterminator était moins longue, on en aurait refait un tour directement derrière le premier. Car ici, l'attraction spin super bien et le tout est décoré dans tous les sens, avec des parois à proximité de chaque section, renfermant le rider au sein de couloirs dans lesquels la lumière, le son et les animatroniques font un boulot de dingue. L'atmosphère est géniale, la sensation qu'on va s'éclater dans un mur à chaque virage aussi, et le tout se
boucle dans un fou rire vraiment insolite pour un spinning réverchon. Alors, encore une fois, félicitations à Kennywood, car rendre ce type de coaster aussi rigolo, ça relève de la prouesse. Après la petite pause déj syndicale qui me permet de vous dire qu'on mange franchement bien à Kennywood et que les prix ne sont pas exorbitants, nous n'aurons pas fait notre tour de Screaming Swing SNS nommé ici Swing Shot, non pas pour protéger nos ventres d'éventuels relents, mais bien parce que l'attraction était blindée et que les cycles étaient ici hyper courts. C'est dommage parce que ça fait partie de mes flats préférés, mais on aura largement l'occasion de s'adonner à des tours de Screaming Swing plus tard durant ce trip, ça, vous inquiétez pas. Nous poursuivons donc la chasse au crédit avec un coaster signé Premier Rides et ouvert en 2010, j'ai nommé Skyrocket. Il s'agit d'ailleurs du tout premier Skyrocket qui a donc donné son nom au modèle, avant que n'apparaissent ses déclinaisons appelées Skyrocket 2 comme Phobia Fear Coaster situé à LA Compounds et que nous testerons durant ce trip, ou encore Icebreaker à SeaWorld Orlando qui est la troisième variante du Skyrocket et qui s'inscrit ici dans une mouvance plus familiale. Concernant le Skyrocket de Kennywood, on est sur un coaster de 640 mètres de long, 29 mètres de hauteur pour une vitesse de 80 km/h. Le coaster propose 3 inversions, à savoir un cutback, qui est d'ailleurs apparu pour la première fois sur, je vous le donne en mille, Dragon Fire à Busch Gardens Williamsburg, encore lui, oui, décidément il aura été précurseur dans pas mal de domaines ce coaster, ainsi qu'un Zero G-Roll et un corkscrew pour clôturer l'affaire. Après une file d'attente un peu longue du fait d'un débit relativement faible sur ce type de coaster qui tournait néanmoins ici à 2 trains, nous voici arrivés en gare. Le moment venu de s'installer et de découvrir des trains aux assises très étroites et difficiles d'accès, notamment à cause du système de retenue qui est l'un des plus catastrophiques que j'ai pu rencontrer sur un Grand 8. Et encore, celle-ci ne dispose pas des fameux Comfort Collars qui n'ont de confortable que le nom, que nous retrouverons par la suite sur Tempesto à Busch Gardens Williamsburg et qui sont parmi les pires harnais jamais designés et jamais créés pour un coaster. C'est probablement l'ergonomie la plus pétée qui soit. Mais revenons-en à Skyrocket si vous le voulez bien. Après nous être installés et après la dispatch, nous arrivons sur un launch à LSM alors que le train est encore en mouvement façon Anubis et sommes propulsés à 80 km/h en 3 secondes. Contrairement à Anubis, justement, la propulsion est assez molle, ne procure pas grande sensation et nous envoie directement sur un top hat procurant un joli airtime. Néanmoins cassé en sortie par une lame de frein placée au sommet de l'élément. Et ça, vous savez à quel point ça a tendance à m'agacer. La suite du parcours est punchy et s'enchaîne franchement bien avec un cutback très efficace et un Zero G-Roll qui ne l'est pas moins. Nous arrivons ensuite sur la zone de frein de mi-parcours et ce qui suit n'est malheureusement pas du tout au niveau de la première partie. La courte drop passe plutôt bien, en revanche en ce qui concerne le corkscrew, le petit enchaînement de virages qui lui succède ainsi que les dernières bosses, c'est vraiment pas ça qu'est ça, c'est beaucoup trop mou pour qu'on y ressente quoi que ce soit et c'est donc parfaitement dispensable. Skyrocket est donc un de ces coasters moyen plus, avec quelques bons éléments noyés dans une globalité qui manque véritablement de saveur. À faire à l'arrière si vous voulez profiter au mieux des 2 drops que propose le parcours, donc celle qui suit le top hat et celle qui suit les mid-break. Enfin bon, morale de l'histoire, Skyrocket, on en aura fait un tour, mais on n'y sera pas revenu pour en faire un second. Passons-en maintenant au voisin direct de Skyrocket, à savoir une attraction qu'on pourrait qualifier d'ancestrale sans que le terme ne soit pour autant galvaudé. Il s'agit de Old Mill, un dark ride sous forme de boat ride, initialement ouvert en 1901 et qui a changé 12 fois de thème depuis son inauguration. Sachez d'ailleurs qu'il s'agit d'un des plus vieux dark rides encore en fonctionnement, si ce n'est même du plus vieux dark ride carrément encore en fonctionnement aujourd'hui. À faire davantage pour l'aspect historique que pour la qualité intrinsèque du ride, Old Mill est la plus vieille attraction encore en fonctionnement de Kennywood et a subi moult déboires dans son histoire, notamment un incendie qui ravagea complètement l'attraction au milieu des années 1920. Aujourd'hui, l'attraction se rapproche davantage de celle qu'elle fut jadis, exit donc Garfield et ses lunettes 3D, place à une attraction qui arbore des cartons qui imitent ceux du cinéma muet et qui viennent détailler chaque scène. L'éclairage en lumière noire met en valeur des décors qui, pour la majorité, restent statiques, avec une ambiance sonore que l'on pourrait qualifier de minimaliste, qui tranche beaucoup avec le côté spectaculaire des dark rides modernes. Rien de foncièrement bluffant, mais une attraction à faire néanmoins pour sa culture parconautique. Mais puisqu'il est possible de mêler culture parconautique et ride éblouissant, je vous invite à vous joindre à moi pour découvrir le plus vieux wooden de Kennywood, à savoir Jack Rabbit, ouvert en 1920. Et oui, nous avons droit ici à un papy centenaire. Un papy long de 649 mètres, haut de 12 mètres, mais une fois n'est pas coutume à Kennywood, profitant du terrain pour proposer une drop de 21 mètres de hauteur, portant la vitesse à 72 km/h. Et alors, d'extérieur, vous allez me dire que Jack Rabbit ne paie pas de mine, et que c'est un petit wooden mignon, quasiment à destination des gamins. Alors oui, d'accord, mais vous commettez là une énorme
énorme erreur. Car Jack Rabbit est un des Wooden les plus vicieux qui soit. Pourtant, le layout est très simple, faisant s'enchaîner les drops et les demi-tours. En plus, les trains qui datent de 1951 ne disposent même pas de la barre, mais simplement de ceintures qui sont qui plus est assez larges et vous permettent presque de vous lever dans le train. Ah bah, avec tout ça, c'est que ça ne doit pas être méchant, d'autant plus pour un ride de 1920. Si vous saviez. En fait, le ride en lui-même n'est pas méchant, c'est vrai, c'est même plutôt tranquille et encore une fois très doux pour un coaster de cet âge. Mais il y a un endroit sur le parcours qui va vous faire comprendre pourquoi Jack Rabbit a cette réputation d'excellent coaster, faisant qu'il ne s'agit pas juste d'un petit wooden familial. Un endroit qui fait que la dernière rangée était fut un temps interdite aux moins de 16 ans. Et cet endroit intervient juste après le lift, où le train va faire demi-tour et s'engager sur un truc extraordinaire, à savoir une double descente entrecoupée d'un passage à plat. Mais vu que le train a pris beaucoup de vitesse sur la première partie de la descente, la deuxième délivre un airtime si puissant que le fait de lever les mains devient un véritable défi tant on est retenu par rien et qu'on décolle du ride. À même se demander si c'est bien sécure tout ça. Là, je peux vous dire que même si vous avez l'habitude de rider des coasters, vous allez vous chier dessus un bon coup tant ça vous paraîtra insensé, tant les histoires de catégories des systèmes de retenue modernes vous paraîtront loin. Bref, Jack Rabbit, c'est un coaster à faire obligatoirement pour tout passionné de roller coaster qui se respecte, et c'est à faire absolument au dernier rang, vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, vous me direz si vous serez parvenu à garder les bras levés pendant le tour, parce que croyez-moi, c'est pas simple. Bon, hélas, parce qu'il faut bien une ombre au tableau, je suis au regret de vous annoncer que la mission crédit n'aura pas été remplie en intégralité avec Kennywood, étant donné que l'île Fantôme, ce petit Molly Coaster signé Molina & Sons, sera resté fermé durant toute notre visite. Une tristesse d'autant plus forte que ce Kiddy est un des rares aux États-Unis à être autorisé aux adultes et à ne pas être signé Miller ou Zamperla. Après, pour la qualité globale du ride, évidemment, je pense qu'on n'a rien raté. On ne se sera pas attardé dans la zone Thomas et ses amis parce que vraiment, excusez-moi, mais je trouve ça hyper cringe. Il y a un côté téléchat qui me rend vraiment nerveux, genre ça me tend tellement que ça me met mal à l'aise. Donc si vous le voulez bien, on va passer à la suite. Oh non, par pitié, je vais encore faire des cauchemars. Allez, le tour des coasters, c'est fait. Alors avant d'aller s'envoyer du Phantom's Revenge et autres joyeusetés de Kennywood jusqu'à plus soif, allons tester le Dark Ride Interactive Trackless au Ride System signé ETF et au décor signé Sally, j'ai nommé Ghostwood Estate. Ouvert en 2008, ce Dark Ride vous invite en la dernière demeure de Monsieur Ghostwood, qu'il a fait construire pour pouvoir y errer jusqu'à la fin des temps après sa mort. L'ennui, c'est que des Phantom Squatters ont décidé d'investir les lieux et qu'ils n'ont pas l'air décidés à partir et que maintenant, il y en a partout. Du coup, le fantôme de Monsieur Ghostwood nous demande de partir chasser du fantôme avec nos pistolets Gopper de fantôme pour libérer un peu d'espace dans la bicoque. Le résultat de tout ça est que ce Dark Ride est hyper fourni en décoration et que chaque cible touchée déclenchera une scène ou un effet, rendant l'ensemble tout à fait foisonnant. Personnellement, je ne suis pas du tout Dark Ride interactif, étant donné que j'aime profiter des décors quand je fais des Dark Rides, plutôt que de passer mon temps à me concentrer sur des cibles. Ce que je veux, moi, c'est contempler la scénographie. Du coup, j'ai laissé les autres jouer et je peux vous dire que même si ce n'est pas le Dark Ride du siècle, c'est suffisamment généreux en termes de déco pour que ce petit Dark Ride puisse s'en tirer avec les honneurs. Autre vieillerie de Kennywood, une curiosité construite par PTC en 1936, parce que oui, PTC ne faisait pas que des wooden coasters, à savoir Noah's Ark, une funhouse qui a la particularité d'effectuer des mouvements de balancier en permanence de la gauche vers la droite. Cette attraction était à l'époque la plus populaire du parc, connue notamment pour ses effets d'air comprimé qui faisaient se soulever les jupes des filles. Aujourd'hui, l'attraction a été réhabilitée à plusieurs reprises, mais conserve l'esprit d'antan et conserve également un aspect vintage qui la rend véritablement unique. Les sols tremblants sont toujours présents, les coups d'air comprimés aussi, et quelques effets plus modernes ont été ajoutés, notamment des effets à LED ou à lumière noire. Néanmoins, pour ce qui est de la scénographie, l'attraction est bien souvent dans son jus, avec une storyline biblique qu'on ne pourrait trouver ailleurs qu'aux États-Unis. Ah bonjour, je m'appelle Noé. Néanmoins, le tout est agrémenté d'humour graveleux avec notamment ces animaux qui vous présentent leur postérieur et vous pètent à la gueule dès que vous passez à proximité. De quoi déclencher les fous rires des esprits les plus brillants, évidemment. Tout comme Old Mill, cette attraction est à faire avant tout pour son aspect historique que pour sa qualité intrinsèque. Mais c'est toujours réjouissant de voir que ces morceaux d'histoire continuent à être bichonnés et opérés par leur parc. Dans le genre vieillerie de l'absolu, on peut aussi compter sur ce flat ride nommé Turtle, un turtle bug conçu par Trevor Engineering Company et ouvert en 1920
1927, ou encore sur Kangaroo, un flying coaster conçu par Aero Affiliates et ouvert en 1962. Et oui, on appelle ça un flying coaster. Après avoir fait le tour des attractions qui nous intéressaient à Kennywood, il est temps pour nous de rider à nouveau les attractions qu'on avait envie de retester, et pour ce faire, nous nous sommes dit qu'il serait de bon ton d'aller acter notre avis sur Steel Curtain en reposant nos fesses sur la bête. Néanmoins, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début de visite, en vous recommandant très clairement de commencer votre journée avec Steel Curtain qui ne brille pas par sa fiabilité? Eh bien, ça n'a pas manqué, à quelques mètres d'entrée en station et après une attente de presque 40 minutes, le coaster est tombé en panne 4 heures avant la fermeture du parc et n'aura pas du tout rouvert de la journée. Du coup, on se dit qu'on a quand même très bien fait d'aller le rider en arrivant ce matin parce qu'on l'aurait clairement eu très mauvaise de quitter Kennywood sans avoir pu poser nos fesses dessus. Qu'à cela ne tienne, vous savez qu'il y a suffisamment de quoi faire à Kennywood, alors nous saurons aller refaire les attractions qui nous auront le plus botté durant cette journée, c'est-à-dire à peu près toutes, hein. Et c'est ça qui fait la force et la richesse de ce parc. Le fait qu'il n'y ait pas de coaster à jeter, le fait que le plus mauvais des coasters ne soit pas mauvais, simplement moyen plus. Le fait que parmi toute son offre, Kennywood soit l'un des rares parcs au monde à ne pas proposer de mauvais coasters. Et ça, c'est quand même fou. Alors après quelques rides de tout et n'importe quoi, nous serons allés terminer notre journée à enchaîner un coaster qui nous aura vraiment impressionné tant il est dingue. À savoir Phantom's Revenge qui possède des airtime absolument fous, airtime qui s'enchaînent dans une frénésie déconcertante et aussi cette descente interminable et incroyable dans un ravin qui risque d'en défriser plus d'un. Un set drop, mes amis, c'est pas l'ami des gens qui ont le vertige, surtout compte tenu du système de retenue qui vous laisse une liberté folle. Et puis vraiment, pouvoir se faire Phantom's Revenge au coucher du soleil, n'est-ce pas là une belle idée qu'on pourrait se faire du bonheur? Ah si, je vous le dis clairement, c'est assurément une belle idée qu'on pourrait se faire du bonheur. Et après le tout dernier ride de Phantom's Revenge sur le tout dernier train à avoir été dispatché de la journée, le parc ferme. Il est donc grand temps pour moi de vous donner mon avis sur Kennywood. Ce parc est un véritable coup de cœur, de ceux qui font que plus la journée passe, plus la banane sur votre visage s'agrandit. Il y règne une ambiance bon enfant et chaleureuse, un esprit familial empreint de nostalgie, bien aidé par des rides d'une époque passée qui restent entretenus et parfaitement opérationnels. Des rides du passé qui côtoient d'autres rides tout à fait modernes. Il y a un charme vintage qui se dégage de Kennywood et ce parc tranche radicalement avec les Disney et Universal qui font la part belle à la modernité, au spectacle démesuré ou au simulateur bourré d'écran. À Kennywood, la philosophie est très différente et donne l'impression de plonger dans les années 80 tout en étant dans les années 2020. Quand bien même certains rides comme Steel Curtain au design très contemporain paraissent comme une touche de futurisme dans un ensemble fondamentalement rétro. Kennywood est un grand parc anachronique qui ne se repose pourtant pas sur ses acquis et ça je peux vous dire que c'est un vrai vent d'air frais. Le parking gratuit est un véritable plus et hormis la panne définitive sur Steel Curtain, nous n'avons pas connu de problème opérationnel qui ne puisse être imputé au débit même des attractions. C'est vraiment avec un pincement au cœur que je me suis dirigé vers la sortie de Kennywood à sa fermeture, après avoir passé une excellente journée au parc, ponctuée par des rides qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, notamment ces derniers tours de Phantom's Revenge au crépuscule, alors que la bestiole était chaude bouillante après avoir tourné toute la journée. Et si le cadre très industriel de cette région de la Pennsylvanie et de la banlieue de Pittsburgh, qui se trouve être le berceau historique de la sidérurgie, peut vous sembler morose, on se dit que finalement, ce cadre très américain et très cinématographique ne fait qu'offrir un charme supplémentaire et unique à Kennywood. D'ailleurs, moi, en arrivant là-bas, je ne pouvais pas m'enlever de la tête le film Les Brasiers de la colère, parce que c'est vraiment ça, quoi. D'ailleurs, je vous invite à le voir, parce que c'est un film très chouette. Allez, il est maintenant temps pour nous de retourner vers la voiture, non sans contempler une dernière fois les cimes de ce formidable Phantom's Revenge que je vous souhaite de pouvoir découvrir au plus vite. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va me manquer ce coaster. Et que ce soit pour Phantom's Revenge ou pour une autre attraction de Kennywood, il est certain que vous y trouverez votre bonheur quelque part, tant le parc a de choses à vous faire découvrir. Ah ça, il y a de fortes chances que votre visite reste gravée dans vos mémoires, tant ce parc possède de charme et d'attractions absolument uniques. Le genre d'attraction que tu ne peux pas trouver ailleurs qu'à Kennywood, typiquement tous ces terrain coasters, ces wooden absolument exceptionnels et en plus centenaires, Phantom's Revenge qui est l'un des meilleurs coasters existants à l'heure actuelle. Puis tu vois, typiquement ces coasters, tu ne pourrais pas les déplacer, tu pourrais pas prendre un Phantom's Revenge et le mettre à Walligator par exemple, comme ils ont pu faire avec Monster, ça marcherait pas. Pourtant Walligator c'est aussi un parc avec des usines à côté, tu vois, mais ça a un peu moins de charme quoi. C'est surtout que je vois pas du tout où tu mettrais cette drop de 70 mètres de hauteur après une première descente de 48 mètres. De même, quel parc peut se vanter d'avoir une attraction de plus de 120 ans qui fonctionne toujours? Ah ça c'est vrai que planifier une visite à Kennywood, c'est prendre rendez-vous avec l'histoire. À mon sens, il s'agit là d'un des parcs les plus sous-cotés des États-Unis, parce qu'autant on va souvent parler des Disney, Universal, Cedar Point et autres mastodontes, autant Kennywood ne fait que rarement partie des conversations, et ça c'est une grave erreur. D'ailleurs, contrairement à Silver Dollar City qui est vraiment situé au milieu
de rien, eh bien Kennywood n'est situé qu'à 17 km du centre de Pittsburgh, qui est une ville très facilement accessible. Ça, je vous l'expliquais en début de vidéo. Et en cas de trip sur la côte est des États-Unis, c'est vrai que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce monument historique des parcs d'attractions. D'ailleurs, ce n'est pas une tournure innocente que de parler de monument historique, étant donné que Kennywood est l'un des 2 seuls parcs des États-Unis à être classé monument historique, avec Ray Playland Park situé près de New York. Comme je vous le disais, nous n'avons pas connu de problème opérationnel important à Kennywood, si ce n'est donc sur Steel Curtain, qui est tombé en panne 4 heures avant la fermeture du parc et qui est resté fermé pour le reste de la journée. D'ailleurs, je vous l'ai dit aussi pendant la vidéo, on a eu de la chance parce qu'il est resté fermé plusieurs jours jusqu'à l'avant-veille de notre visite. Des problèmes de fiabilité récurrents qui ont poussé la direction du parc à en annoncer la fermeture pour toute la saison 2024, histoire de réhabiliter totalement le process et de remédier à ces pannes répétitives, en espérant que l'attraction puisse donc être totalement opérationnelle pour la saison 2025. Un problème donc pris à bras-le-corps qui, on l'espère, portera ses fruits et qui fera en sorte que le fait de pouvoir rider Steel Curtain eh bien, ne relève plus de la loterie. Malgré tout, si vous prévoyez de visiter Kennywood cette année, ne faites pas l'impasse dessus, qu'il y ait Steel Curtain ou non, parce que le parc a suffisamment à offrir pour que cette journée soit malgré tout mémorable. Il est temps pour moi de clôturer cet épisode consacré à Kennywood, j'espère évidemment qu'il vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous retournerons à Europa Park, étant donné que j'ai été invité par le parc pour tester leur petite nouveauté dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, à savoir Voltron. Et après ce petit interlude allemand, nous retournerons aux États-Unis pour parler de Waldemir, qui possède notamment l'un des meilleurs wooden de la planète. Et jusqu'à cette prochaine vidéo consacrée donc à la découverte de Voltron à Europa Park, et bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!